Salut les amis, nous sommes en présence d'un nouvel invité qui va se présenter dans quelques minutes. Je suis toujours accompagné de mon fidèle complice Momo le singe. Donc la première partie, ça sera Momo le singe qui va interviewer notre invité de façon décalée. Il va le passer à la moulinette. Et donc notre invité aura le droit à un joker, un seul. Et ensuite, je reprendrai la main. Donc à toi de jouer, Momo. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, 2 jours, mais c'est pas grave. Voilà, qu'on se voit, mieux je me porte. Bonjour monsieur, Hey, salut Momo, ça part? ça va mon pote? Ça va, nickel. Alors t'as compris, un joker pas plus, et tu Ouais. vas répondre à toutes tes questions. Oui. Chef, Alors. oui, chef. Là. Oh, on va bien rigoler comme d'habitude, là, je le sens. Attention, attention. Quel est votre beau prénom, vos beaux prénoms et votre nom de famille? Alors, mon prénom c'est Eric. J'ai un deuxième prénom, c'est Jean. C'est c'était aussi le prénom de mon papa. Et c'est aussi pour ça que mon nom, disons d'artiste, c'est Eric J. Gélard. Voilà. Et mon nom de famille, comme tu viens de l'entendre, c'est Gélard. Comme Gélard et la manière, hein, mais bon, ça c'est un hasard, j'ai pas fait exprès. Ah ouais, je sens qu'il a de l'humour, le petit gars. Ouais, ça s'écrit pas pareil. Alors bon, ça se demande pas aux demoiselles, mais aux garçons, oui. T'as combien de printemps? Ah, j'ai 47 balais, de quoi équiper 6 équipes de Quidditch, hein, pour ceux qui connaissent Harry Potter. Puis il reste quelques balais pour le ménage, voler, faire les courses, des choses comme ça. Ok, ok. Et puis bah ton caractère zodiacal, c'est quoi? Ah, mon signe du zodiaque, c'est Balance. Fais attention à tes secrets. Je suis du mois d'octobre. Balance, ouais, c'est balance. Comme Cédric, il balance tout, lui, par la fenêtre. Votre situation amoureuse actuellement? Oh, je suis célibataire. Et ouais, la main, ça se serre. Ah bah oui, voilà. Je suis maqué avec moi-même, en fait. Oh, ben, moi, t'es tranquille, pas d'emmerde. Oh, il m'arrive de m'engueuler, hein, tu sais, tout seul. Oh là, il commence à parler avec lui-même, ça va pas. Ah, surtout quand je paume la télécommande de la télé. Bon, as-tu des enfants? Non. Bon, bah, c'est rapide. Voilà, la question Simple, succincte, rapide. Non, j'ai bien veillé, même à ne pas en disséminer à droite et à gauche. Déjà, moi, je suis le sixième d'une grande fratrie, donc je considère que mes parents, ben, ils en ont fait un peu beaucoup. Et puis moi, dans le monde dans lequel on vit, j'ai pas trop envie de leur faire ça. Et en plus, j'ai un caractère, voilà, qui les met. Ah, voilà. Mais t'as pas posé cette question-là encore. Bon, je vais te laisser réfléchir alors. Hein. Voilà. Où habitez-vous actuellement? J'habite à Locoal-Mindon. Voilà, c'est pas très loin. Oh, mais c'est en Bretagne, ça! Oui, c'est en Bretagne, c'est dans le pays d'Etel, au milieu des bois, hein, et puis pas loin d'une rivière où on a même deux plages. Voilà, il y a Mindon, c'est le bourg, c'est un peu comme Carnac-Plage et Carnacville, mais c'est moins touristique, puis plus forestier. Mindon, c'est le bourg, et puis Locoal, c'est une presqu'île dans la rivière d'Etel. Oui, et moi je connais parce que à chaque fois que je prends le train, on s'arrête par là-bas. On Oui, voilà, alors Dolmindon. Du côté de l'Orient. Voilà. Effectivement, on a une gare à un quart d'heure de vélo de chez moi, à Landolmindon. Puis là, quand je vais à Auray, parce que je suis à vélo, tu sais, donc quand je vais à Auray, ça me raccourcit quand même bien le trajet, surtout l'effort de faire le train. Alors, aurais-tu vu dans la ville Monsieur Gisserfa? Quoi donc? Aurais-tu vu, jeu de mots, Monsieur Gisserva dans ta ville, parce qu'il habite là-bas? Ah non, non. Et voilà, je t'apprends quelque chose. Merci. Voilà, je reviendrai moi mettre ce soir. Alors, quel est le métier que tu aurais détesté faire dans ta vie? Oula. Oh, politicien. Oh, mais c'est marrant, toutes les semaines, c'est la même question. Non, mais je crois que, bon, nous autres artistes, on sait mentir.
Voilà. Mais on le dit, on ne le cache pas, c'est notre métier, tu vois, de mentir un peu aux gens, et eux, ils le savent, ils viennent pour qu'on leur mente. Hein. Les politiciens, eux, c'est un genre de menteur que j'aime pas trop, donc tu vois, c'est ça. Que ce soit... Bon, il y a des bons maires, il y a des bons maires, mais bon, j'aime pas la politique. Voilà. Ah, Cédric, il paraît que t'es un menteur. Alors, quelle corvée détestes-tu faire dans la maison? Quelle corvée, nettoyer les chiottes, hein, parce que j'aime bien faire la vaisselle. Même, j'aime bien passer mon balai à franges par terre. Il y a des trucs comme ça que j'aime bien faire, même ranger, ça, parce que ça détend. Tu sais, je suis d'un caractère un peu stressé. Mais nettoyer les chiottes, non, ça, vraiment, j'aime pas faire. Ça sent la merde, alors, c'est normal. Bah, ouais, enfin, disons que si tu tires ta chasse quand même à chaque fois et puis que tu as un truc dans les chiottes pour désodoriser, ça sent pas trop la merde. C'est juste l'idée de mettre la main dedans et puis de frotter, c'est pas très. J'ai de conversation, hein, parce que ça pue, là. Hein. Voilà, ça pue, mais c'est plus psychologique, hein, parce que, bon, au moment de. Enfin, oui, on a quand même une chasse d'eau, quoi. Hein. Oh, bah merde alors, on a une chasse d'eau. Ah, ben merde alors. Ouais. Bon, alors, quelle couleur préfères-tu dans la vie et pourquoi? Le vert, toute teinte de vert, sauf bon, le kaki, j'aime pas trop, parce que c'est trop large. Armé, mais parce que j'adore me promener en pleine nature, et plus il y a de vert, moi, mieux je me sens. Ok, alors, on va retourner un peu dans ton enfance, et je voudrais savoir si tu as été un très très bon élève. Oui, j'étais plutôt un bon élève, hein. J'étais très très bon en français. D'une part, j'écrivais des rédactions que mon prof de français lisait devant toute la classe. Hein. Et je me suis tapé des fois des 21 sur 20. J'étais bon en musique, et puis j'étais bon en sciences aussi. Alors littéraire et scientifique, il y a un moment on te demande de choisir, tu sais, moi j'étais pas trop... Alors j'ai fait une filière scientifique pour faire plaisir à mon père, pour qui littéraire c'était pas un métier. Voilà, donc j'avais un prof de physique. Un jour, à une réunion parents-prof au collège, il a dit à ma mère, Madame, je ne sais pas comment faire avec votre fils, puis là, elle se dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit, je ne sais pas comment lui mettre moins que 19. Ah, d'accord. Par contre, j'étais nul en histoire. Histoire ah ben voilà, je vais te demander dans quelle matière tu étais nul. Ah bah, voilà. J'ai l'histoire géo et moi, ça faisait 2, c'était ma moyenne. et j'aimais pas l'allemand non plus. L'allemand. Pour quelqu'un qui écrit des livres, hein, honnêtement, pas aimer l'histoire, c'est quand même bizarre, parce qu'il faut créer une histoire pour faire un livre. Hein. Oui, en fait, j'aimais pas l'histoire telle qu'elle était enseignée à l'école, et à côté, j'aimais beaucoup lire des romans historiques, tu vois, comme Angélique Marquise des Anges, ou Les Enfants de la Terre de Dinah Mowell, je sais pas si tu connais, ça se passe à la préhistoire. L'héroïne, c'est une femme Cro-Magnon, homme moderne, qui est élevée par des Néandertaliens, tu sais. J'adorais, moi, mais que ce soit raconté de façon fictive, parce que apprendre par cœur des dates, des événements, des noms, j'ai pas la mémoire des noms ou des dates, j'ai une mémoire auditive, je retiens les sons, les musiques, les voix, mais j'avais beaucoup de mal en histoire, et puis surtout arrivé au lycée, comme ça me gonflait, puis j'ai eu un prof d'histoire qui était hyper orgueilleux, il était jeune, mais il se croyait vraiment sorti de la cuisse de Jupiter, il nous regardait de haut et de façon méprisante. Alors moi j'écrivais mes devoirs d'histoire façon Pierre Desproges, tu vois, genre la première guerre mondiale, je l'appelais la der des der avant la suivante. La Seconde Guerre mondiale, je l'appelais la der des der des der. C'était des trucs qu'il supportait pas, quoi. Donc il me saquait exprès. Il m'a même invité dans mon appréciation de fin d'année à changer d'école, quoi. Il m'aimait pas, lui. Oh bah attends, moi je vais aller à l'école pour t'apprendre à... Mais les autres profs m'aimaient bien, et même le CPU m'aimait bien. Pourtant, j'ai fait des. Ouais, il vaut toujours mieux mettre un prof dans la poche que à côté, hein. Ouais. C'est un peu grand pour entrer dans la poche. À l'époque, en plus, on prenait des poneys d'âne. Hein.
Ouais, j'ai pas trop connu le bonnet d'âne. Par contre, j'ai eu un professeur de français. Moi, j'ai pas trop eu droit à ça parce qu'il justement il m'aimait bien, mais quand il avait quelqu'un dans le pif, il pouvait se montrer assez excentrique dans ses punitions. Genre l'élève se retrouvait à faire le poirier au fond de la salle. Oh là là, bah, il n'était pas sympa, hein. À propos, qu'est-ce que tu as fait plus grosse bêtise à ton école? Ah, une grosse bêtise à mon école. Oh là là, la plus grosse bêtise que j'ai faite, j'ai tiré dans l'oreille d'un copain. En fait, au lycée, au lycée, le midi, nous, avec des copains, tu sais, c'est le lycée Benjamin Franklin à Auray, il y a un bois derrière, et c'est de la forêt, c'est en pente, ça descend vers la rivière d'Auray, puis là, tu as le viaduc, tu sais, du train qui vient de Sainte-Anne-d'Auray, et nous, on allait dans ces bois-là pour se faire des batailles de pommes de pin, tu vois, des trucs comme ça, puis au bout d'un moment, on a commencé à innover, on se fabriquait des lance-projectiles, une fois même une fois même, il y en a un qui est venu avec un lance-pierre et des billes, on lui a dit non, 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 ça, non. Et moi, je suis arrivé, j'avais un pistolet, une imitation, tu sais, ces pistolets qui tirent des petites billes en plastique rouge ou jaune. Ah oui, C'est pour montrer à mes copains, puis à un cours, je ne sais plus lequel, pendant la récré, on était au fond de la salle de classe, dans un coin, le coin vraiment diamétralement opposé à la porte. Hein. Et mon copain Arnaud, je lui montre, tiens, regarde, ah, puis il était, waouh. Puis il y a mon copain Régis, mon pote d'informatique à l'époque, le mec qui m'a appris à me servir d'un Atari ST. Le mec, il arrive, il rentre dans la salle, donc diamétralement opposé, il était loin quand même. Hein. Il rentre dans la salle avec son sac à dos, là. Puis moi, je vois ça, tiens, hey, regarde. Et en fait, il l'a reçu dans le trou de l'oreille. Ils ont carrément dû. Alors, ça lui a pas crevé le tympan, évidemment. Hein, c'était pas de la vélocité suffisante, mais ils ont carrément dû l'envoyer à l'hôpital pour lui extraire, en fait. Hein. Et moi, j'ai été convoqué dans le bureau du conseiller principal d'éducation. Bon, il m'aimait bien parce que je participais à la vie du lycée. J'étais dans le journal du lycée, des choses comme ça. Mais il y a des limites quand même. Je me suis pris une engueulade. Ouais. Et comment il s'appelait le copain qui a reçu une balle? Il s'appelait Régis. Et alors, attends, c'est pas fini. Quelques années plus tard, je suis en fac de sciences, tu sais, mais je bossais pour l'OFUP. C'est l'organisme qui propose des abonnements à des magazines au lycée. On faisait du démarchage de lycée en lycée. Et pour le lycée Benjamin Franklin, comme c'était le mien, c'est moi qui ai préparé le terrain. Je prends contact avec Monsieur Wolf, le conseiller principal d'éducation. Hop, hop. Et, donc il m'invite à venir voir ça, préparer et tout. Puis dès qu'il me voit, les grandes retrouvailles, Monsieur Gélard, comment ça va et tout, alors ça se passe bien, etc., etc. Et puis là, il me prend par l'épaule, il me dit, viens, je vais te montrer un truc. Hop, il m'avait confisqué, tu sais, le pistolet, quelques années plus tôt. Il m'emmène à son bureau, il ouvre la porte, puis il me montre. Et face à l'entrée de son bureau, en haut d'une armoire, il y avait un singe en peluche qui tenait mon flingue vers la porte. Il est là, il monte la garde. Et là, il me dit, tu peux le récupérer si tu veux. Je lui dis, non, il est très bien là, laissez-le là. Ça fera un souvenir. Puis j'espère que mon histoire sert d'exemple. Et il m'a dit, ouais, de temps en temps, je la ressors à des élèves qui font des bêtises du même genre. Voilà. Alors, si tu étais un objet, tu serais quoi? Un objet... Bon, je ne vais pas dire un vibromasseur parce qu'on ne sait jamais à qui on parle. Oui, non, il y a du monde qui écoute. Un vibromasseur, c'est pour vibrer sur sa sœur. Voilà. Ouais, voilà, pour vibrer sur sa sœur. C'est de la kinésérose. C'est de la kiné. Je voudrais être un instrument de musique. Ah, et pourquoi? Un accordéon, une guitare. Voilà, je voudrais à la limite me réincarner. Tu sais, moi, je joue de l'accordéon moi-même et je voudrais me réincarner en instrument de musique. Il a dû souffler quand même. Hein. Un trombone de coulisses. Maintenant, quel est le plus beau cadeau que tes parents t'ont offert quand tu étais enfant? Le plus beau cadeau que mes parents m'ont offert quand j'étais enfant? Mon accordéon, justement. Eh ben voilà, il est dans le vent. Ouais, voilà, il est dans le vent. Alors, bon, j'ai eu un premier accordéon, un petit accordéon d'études, quand j'ai appris, quand je prenais des cours et tout ça. Et puis après, quand j'ai eu mon bac de français, c'était pas au bac lui-même, mais au bac de français, ma mère m'a offert un plus gros, un électro-accordéon. Carrément, on pouvait brancher un synthé dessus et tout. Voilà. Et toujours. Voilà. Eh ben tiens, après mon interview, avant que Cédric te passe dans le grill,
tu nous Ouais. feras un petit morceau. Voilà. Ouais, Alors, ouais. maintenant, si tu étais un bel animal, tu serais quoi? Beau, je sais pas, mais je pense que j'ai été un chat dans 9 vies antérieures, hein, parce que j'adore les chats. J'ai toujours eu des chats. Et puis, j'ai un esprit un peu taquin avec les gens, des fois, Oh, surtout comme sur toi. Internet. Hein, et quand des gens un peu répondent, enfin, c'est pas qu'ils me déplaisent, mais on n'est pas, ils veulent trop imposer leur point de vue ou des choses comme ça. J'aime bien jouer avec eux comme avec une souris, en fait. Bon, Alors, ouais. moi, je vais dire à Cédric, sois un beau matou si tu veux te faire caresser. Tu sens du poil. Faire caresser. Tu sais, Chaussette, ma chatte, elle est là-bas. Peut-être elle viendra nous voir tout à l'heure, j'en sais rien. Chaussette. Chaussette, ouais. Elle chasse, hein. C'est une très bonne chasseuse, mais elle me ramène les souris ici pour les manger dans l'appartement. Mais des fois, quand elle les ramène, elles sont encore vivantes. Alors je la laisse rentrer, elle lâche le truc, ça part, et puis elle me le lâche vivante dans l'appartement. Des fois, je suis obligé de les attraper moi-même après. J'ai un piège à nas. Hein, parce que j'allais dire, je suis pas cruel, les trucs, sauf que quand je l'attrape, après, je la donne à mon chat. Donc, Quel est ton trait de caractère qui te caractérise le bien comme dans le mal? eh bien, oula, alors, je vais te révéler un truc. C'est pas encore le moment du Joker. Je ne m'en cache pas parce que j'en parle dans ce fameux talent que j'ai, dont on va parler. On va découvrir, mais comment ça savoir où ferme ton talent, hein? J'ai été diagnostiqué bipolaire. Ah oui, oh là, alors là, ça, un jour c'est la lune, le lendemain c'est le soleil. Voilà, et puis j'ai tendance à m'emporter moins maintenant parce que j'y travaille beaucoup dessus. Je vais me promener en forêt, je pratique la méditation et puis le footing quand je peux, ça calme. Mais c'est vrai que si j'ai le malheur de me laisser emporter, alors là, tu n'auras pas quelqu'un de sympa en face de toi et j'en suis désolé à chaque fois, hein, mais Ouais, mais on veut pas, on t'aime quand même. Merci. Bah, moi aussi, je t'aime beaucoup, Momo. Oh là là. Attends, tu vas voir quand j'ai une question sur moi, ça va être triste pour moi. Ouais, je l'attends. Alors, qu'est-ce que tu es? Bah alors, quel est ton plus vilain défaut et ta gentille qualité? Mon plus vilain défaut, je suis bordélique. Hein. Papa aussi. Et puis, ma qualité, je donnais une qualité que j'essaye de cultiver au maximum, donc j'espère que j'y arrive, c'est la gentillesse. Hein. Quand Mais t'as l'air gentil, ça va. Quand tu veux pas te fixer, c'est bon. comme je te l'ai dit, c'est un peu le jour et la nuit. Oui, j'ai compris. Il Hein. n'y a pas de souci. Soyez sérieux. Qu'est-ce que tu détestes chez les gens, comme Cédric, et qu'est-ce que tu aimes chez les gens côté caractère, comme moi? Je déteste les gens qui essaient de me convertir. Voilà. À n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on discute, bon, moi, je ne refuse pas les points de vue des autres. Je donne mon point de vue, il donne son point de vue. Des fois, quand on n'est pas d'accord, je dis, bon, ben, tombons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, tu vois, accordons-nous sur un désaccord. Les gens qui viennent insister quand je leur dis, bon, on n'est pas d'accord, on peut passer à autre chose, les gens qui insistent, qui essaient de me convertir, alors que j'ai dit non, tu vois. Et si je te donne un billet de 10 euros, je dis oui. Intellectuellement, j'ai tendance à considérer ça comme un viol. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai dit Ah non. oui. Et ça, j'aime pas ça. Je déteste les gens qui cherchent à me forcer à leur point de vue. Bon, bah, alors, je te donne un billet de 10 euros, tu dis oui. Ce que j'aime, c'est. Ah ouais, tu me donnes un billet de 10 euros. Eh ben, je dis pas non, hein, tu sais, parce que je vis un peu en flûte. T'as vu qu'il est capable de dire non, le contraire de ce qu'on pense. Voilà. T'as vu, on peut l'acheter, celui-là, au moins. Voilà, le défaut que j'aime pas. Le défaut que j'aime bien, c'est laquelle. Oh là. Ce que j'aime chez les gens, tu me troubles, Momo. Oh là. Lolo. Ce que j'aime chez les gens, c'est la solidarité. Voilà. Ah, bah ça, moi et Cédric, on est très solidaires. Ah, comme je t'ai dit, avec Léon, mon accordéon, on aime bien travailler en bénévole avec les associations parce qu'on se retrouve dans des milieux où il y a une telle convivialité, il y a une telle chaleur que bah voilà, il n'y a pas de relation
chef employé ou star public qui a payé son billet et puis qui en demande pour son... Non, on est vraiment dans le relâchement et dans la détente totale. Voilà, des fois, il y a des gens, ils chantent avec moi et c'est du pur bonheur. Bon, alors, si un jour je t'invite dans mon association qui œuvre pour les enfants malades, Ouais. de mon association Momo le singe, voilà, Ouais. est-ce que tu viendrais Ah bah oui, bien sûr. Avec leur plaisir. donner un petit sourire? Ouais, bien sûr. Oh voilà, on a un copain de plus. Allez, c'est bon. Maintenant, quel est ton rêve que tu n'as pas encore réalisé ou tu as réalisé et c'est lequel? Eh ben, mon rêve, c'est de devenir écrivain et puis d'être lu. Tu vois, c'est euh, que mes histoires, voilà, parce que je raconte des histoires. On l'a un peu deviné depuis tout à l'heure, je pense. Eh oui, un crayon dans la main, une feuille et c'est parti. Je suis conteur et pas kilométrique. Hein. Roule bien la voiture. Je suis conteur. Je raconte des histoires, alors des histoires marrantes et puis des fois aussi des histoires touchantes. J'ai dans mon bagage des contes populaires, mais j'en écris moi aussi. Hein, j'en invente en récupérant des trames, en mélangeant des trames existantes. C'est ce qu'on fait nous tous les conteurs. Et bah, si je peux me permettre, hein, déjà, tu vois, j'ai déjà écrit ces deux-là. Hein, et un roman et un recueil de contes dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et j'aimerais qu'il soit lu. J'aimerais qu'il soit lu et puis partager. Moi, mon plus grand rêve, c'est de partager ce que j'ai dans la tête parce qu'elle est pleine de choses folles qui finissent parfois par être obsédantes si j'en fais pas de la musique ou des histoires. Voilà. Toi qui aimes dévorer les livres, qu'est-ce que tu aimes dévorer en plat préféré, en cuisine? En cuisine, mon plat préféré, c'est depuis toujours, c'est le hachis parmentier. Ah, ça c'est bon. Waouh, c'est bon ça, hein, c'est super bon. C'est super bon. J'ai un peu limité les mammifères. Alors, comme je disais, pour le moment, je vis un peu en flux tendu côté finance, donc j'accepte ce qui vient. Et puis, quand je suis invité chez quelqu'un, je suis pas non plus. Bon, j'ai rien contre les véganes, mais je vais pas non plus cracher sur si on fait du bœuf ou quelque chose comme ça. Bah, je vais avoir la politesse de le manger. Mais je me sens très très proche, beaucoup plus proche des mammifères que des autres animaux. Donc j'ai un peu limité ma consommation de mammifères. Je me suis fait un plat, du coup je me suis réinventé un hachis parmentier, que j'appelle ça le hachis PSP, c'est un plat pour les geeks. C'est le hachis poulet sauce purée. Voilà, ah, c'est sympa, avec une bonne petite salade à la vinaigrette. Oh là là. Du pissenlit, tiens, du pissenlit, c'est super bon avec. Ouais, avec du pissenlit, des fois je fais ça avec de l'oseille aussi. Hein, ça se trouve. Ah là là, mais il me donne faim. Voilà. Bon, attention, il reste deux questions. La plus importante pour moi. Oui. Comment tu me trouves? Joker, attends. La dernière question. Bon, voilà. Quel est votre petit talent caché? Mon petit talent caché, eh ben, en fait, j'en ai plusieurs que je mélange ensemble. Donc, pour résumer, je suis conteur. Je suis. Voilà. Eh bien, il est serré, il est prêt, je te le confie, au canard, dans les livres. Mais on va écouter avant tout, si tu es d'accord, une petite musique. Bien sûr. Avant de rentrer dans le deuxième interview. Vas-y, amène ton accordéon, Léon. Bien sûr. Alors, attends. Hop. Voilà, les meubles, en entendant Cédric, tu as quelque chose à dire? Nous allons écouter un petit morceau d'Eric. Attends, on revient juste après. Un peu parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer dans un canapé. On va voir ce que ça donne. Après, tant pis si la technique est pas bonne. Hein. On en prendra Cédric, c'est lui le technicien. Voilà. Attention. Et on y va, mon kiki.
bravo, bravo, bravo. Bravo. Voilà, Écoute, on te proposera, si tu veux, à la fin, à la place du générique qu'on a, eh ben, oui. de jouer un morceau pour se dire au revoir tout à l'heure. Maintenant, D'accord. Cédric, vas-y, il est cuit, il est prêt, il va pouvoir dévoiler ses livres et parler de sa passion et son amour pour l'écriture. Bah, merci Momo hein, pour ton intervention qui était impertinente et très drôle. Donc, je reprends la main. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est son impertinence. Mais Ah oui, oui, oui. faire exprès. Et il faut savoir retourner sa veste de temps en temps pour faire le truc. Voilà, on retourne. Bon, elle n'est pas. Donc, Quand j'étais petit, j'avais un blouson auto-reverse. Oui, mais on a des gifs. donc oui, comment est née ta passion? À quel âge? J'étais tout petit. Hein. Déjà, attends. Ma maman, elle était institutrice. Tu vois, et je l'ai eue en classe de CP. Et en fait, elle, c'était vraiment une très très bonne c'était un professeur des écoles, mais à l'époque, on disait institutrice. Elle nous apprenait à lire, bon, non seulement sur le manuel de l'éducation nationale, Tintin et le Petit Prince, et même les Schtroumpfs. Hein, les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, quand on n'a pas trop de vocabulaire, c'est pratique pour apprendre la grammaire et les verbes du premier degré, premier groupe. Voilà. Et on avait un deal avec elle. Si on acceptait tout ça, elle nous permettait aussi d'apprendre sur les BD de Goldorak, Albator, tous les dessins animés qu'on regardait à la télé. Donc, évidemment, elle savait nous motiver. Et en sortant de classe de CP, je savais déjà lire et écrire. Et dès le CE1, CE2, je me suis mis à écrire des poèmes déjà. Et puis, mon idole à moi, c'était Rémi. Rémi, sans famille. Oui. Et Je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Vendu à Vitalis, mais très vite, Vitalis, il s'y attache. Et en fait, leur travail de comédien ambulant, c'est ça que je voulais faire. Tu vois, c'était mon rêve de montrer des numéros. Bon, je suis pas dresseur d'animaux. Hein. J'ai pas des chiens comme Capi, Zerbino et Dolce ou un singe comme le général Jolicoeur, mais j'ai mon accordéon, puis j'ai mes histoires plein la tête. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé en rédaction. À l'école, j'écrivais des histoires qui souvent étaient lues devant tous les autres élèves. Et c'est là qu'a démarré déjà ma passion d'un côté pour les histoires. Et puis l'accordéon, j'avais un tonton qui jouait de l'accordéon comme un dieu. C'était mon tonton Toinet. Quand on allait le voir, on allait voir mes grands-parents. Il habitait pas loin de chez eux. On allait le voir et puis hop, il prenait son accordéon, il m'en jouait pendant des heures. J'ai tanné ma mère pendant toute une année pour prendre des cours d'accordéon. Elle a fini par céder. Puis j'ai pris des cours chez un prof particulier. J'ai d'abord fait une année de solfège, puis hop, de l'accordéon. J'ai fait des concours, j'ai gagné des concours, des médailles d'or, des quêtes d'or, des choses comme ça. Bravo. Et donc, oui, toi, la musique, en fin de compte, ça te permet aussi de t'inventer aussi des personnages? Oui, la musique, parce que bon, des fois, j'écris aussi. J'ai écrit des chansons. J'avais essayé d'en retravailler une là pour aujourd'hui, mais celle-là, je pourrais pas te la faire parce que j'ai reprise hier. Je la jouais pas à l'accordéon là. Je l'avais faite sur YouTube, si tu veux. Mais je fais des reprises aussi. Hein. Aznavour, Brassens, tout ça. Mais c'est surtout la musique, c'est parce que, comme je t'ai dit, j'ai une oreille. J'avais pas une très bonne vue, donc j'ai compensé par l'oreille. J'ai toujours eu une excellente oreille et surtout j'ai une mémoire auditive. Je retiens les sons, les musiques, les dates. Et des fois, les musiques, si tu veux, elles tournent dans ma tête pendant longtemps, puis elles se transforment, tu vois. Mais ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut devenir obsédant. Moi, pour m'en libérer, il faut que j'en fasse quelque chose que je puisse écouter avec mes oreilles. Et paf, ça sort de ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je me suis mis. Il est bizarre ton copain. C'est comme ça que je me suis mis. Ouais, t'as une drôle de tête, hein, toi aussi. C'est pour ça que je me suis mis à composer des morceaux. Bon, c'était pas toujours facile, mais dès le lycée, j'ai eu mon premier ordinateur, c'était un Atari ST. C'était pensé pour la musique, il y avait une interface MIDI et tout. Donc j'avais, moi, mon accordéon. Je t'ai dit, c'est un électro-accordéon, on peut brancher un synthé dessus. J'avais, moi, ce qu'on appelle un expander, c'est-à-dire c'est un synthé où il n'y a pas de clavier, c'est juste un boîtier, puis tu branches un instrument comme une guitare ou un accordéon dessus, et puis il te sort les sons que tu veux. J'avais même plus besoin de tirer le soufflet. J'ai fait, avec mon prof, on avait monté un orchestre d'accordéonistes, je faisais les basses avec ça. Tu vois? Ah ouais.
faire les basses tout seul avec un accordéon tout simple, c'est pas. Non, là, c'était branché à la sono et boum. Et à côté, chez moi, eh ben, avec des logiciels de création musicale et les airs qui me trottaient dans la tête, j'en faisais quelque chose. Ah oui, c'est franchement bien. Et sinon, comment l'écriture, quelle est la chose qui peut t'inspirer le plus au niveau écriture? Il y a beaucoup d'écrivains qui vont me dire waouh, c'est les gens de la vie courante, c'est en observant ce qui se passe des fois avec des gens, ça, c'est inspirant, mais c'est surtout le travail des autres. Il faut lire, voilà. Puis moi, je passe beaucoup de temps devant la télé à regarder des séries, des films. C'est pas du temps perdu parce que plus j'en regarde, plus j'alimente mon propre style narratif. Et puis en plus, on pioche des idées. Tu vois, ça, Le bal des chats-perchés, c'est un roman dont la trame. Alors, l'histoire elle-même vient de mon expérience personnelle. Je suis un ancien teufeur. Ça se passe dans un Technival. Mais la trame elle-même, m'a été inspirée par Le dernier pub avant la fin du monde, tu sais, de Nick Frost et Oui. Simon Pegg. Simon Pegg, ouais. Enfin, j'adore ce duo-là, c'est des dieux pour moi. Et tu vois, le dernier pub avant la fin du monde, ils font la tournée des bars, des bières, et puis ils se retrouvent en pleine histoire d'invasion extraterrestre. C'est un peu le même principe, c'est pas du copier-coller, évidemment. Sauf qu'ils sont en Technival, ils sont dans un gros Technival, le 1er mai 2030, j'ai placé ça un peu dans le futur. Le narrateur, il s'est avalé un trip, un buvard de LSD, et sa réalité se met à dériver vers du futuriste. Tout à coup, au début, les gendarmes sont normaux, les pompiers sont normaux, mais il y a un moment, ils se rendent compte que c'est devenu des robots. Les pompiers et les gendarmes sont des robots assez grands, assez imposants et tout ça. Les téléphones sont implantés dans la main et hop, c'est un hologramme qui est au-dessus. C'est du délire. Et ils se retrouvent en pleine invasion extratemporelle. Là, c'est pas une invasion extraterrestre, c'est une invasion extratemporelle. Voilà, est-ce que tu peux le mettre bien face à la caméra parce que voilà, rapproche-le parce qu'on le voyait pas assez. Ah bah je préfère le livre que le mec qui est derrière. Le bal des chats. Voilà. Disponible dans toutes les librairies en ligne, à la Fnac, chez Amazon, chez Chapitre. On peut le commander aussi chez les libraires traditionnels. Et puis, comme l'autre, on peut. Alors, celui-là, c'est Comme ça pouffe. C'est un recueil de contes. Contes de tous les instants. Approche-le, je le vois pas, j'ai pas mis mes lunettes. Ça pouffe, ouais. Voilà, on voit bien. Ah, et puis. Comme un plou. Hop, des chats percés. Voilà, le bal de Chauvaillon. Tous les deux, plus de 400 pages. Hein. Oh, il y a 13 contes dans celui-là. 13, c'est un peu pour ça aussi qu'il y a un numéro 13 vu sur la porte de l'appartement du Père Noël. Papa Noël. Il y a des contes de Noël, il y a des contes d'Halloween, il y a des contes d'après même pour les anciens, puis il y a des contes d'enfance, il y a un peu de tout là-dedans. Et donc, on les trouve un peu partout en version papier, mais tu les trouves aussi chez mon éditeur, Edilivre, hein, www.edilivre.com, je crois que c'est comme. Mais bon, si tu cherches Edilivre, tu vois, si tu cherches Edilivre chez Google, tu les trouves. Tu tapes mon nom, Eric J. Gélard, tu vois, dans le moteur de recherche, et il va t'envoyer. Il va te les proposer en version papier aussi, mais aussi en version numérique, hein, à peine 5 €. C'est quand même carrément moins cher. Tu peux le télécharger, le lire, hop, 4,99 €. C'est pas... En plus, tu peux lire gratuitement les premiers chapitres. Pour quelqu'un qui ne va pas ou autre, bah, il peut l'entendre, c'est bien ça. C'est bien aussi, oui. Enfin, version numérique, c'est du lisible, mais j'espère un jour qu'on en fera des versions audio. Ouais. Mais là, il entendra surtout dans sa tête parce que c'est à lire, mais c'est du fichier PDF, je crois. Oui. Ou je pense que c'est ça. pour liseuse. Je sais plus. Oui. Voilà. Mais comment dire quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture de contes, d'un roman ou... Il faut qu'il développe son imaginaire intérieur pour être capable de vivre ce qu'il va écrire
comme s'il était sur un écran de cinéma. Moi, je pratique la méditation. C'est très pratique pour ça. Tu vois, c'est très. On va dans les bois, hop, ou même en restant chez soi. Moi, je préfère la nature. Tu te mets, tu te poses, tu te mets au présent, tu apprends. Alors, il y a des méthodes pour apprendre la méditation. Hein, bon. Si tu ne fais pas le vide dans ta tête, tu te mets au présent. Hein, c'est-à-dire, tu écoutes tout ce qui se passe, toutes les idées parasites, tous les chasses. Puis quand tu te sens prêt, tu fais venir ton histoire. Voilà. Hop, et tu utilises ton imagerie intérieure pour la vivre comme si c'était du cinéma holographique 3D, si tu veux, si tu étais dedans, un truc futuriste, mais que tu te fais dans ta tête. Et puis tu vis ton histoire et tu essaies de l'amener à un point de départ, une arrivée et un cheminement. Après, les détails, ils viennent au moment de l'écriture, parce que tu as des idées qui te viennent tout le temps. Les idées, elles viennent quand tu es en train de faire ta vaisselle, les idées, elles viennent quand tu es promené, même quand tu cherches le sommeil. Des fois, même pendant le sommeil, tu te réveilles, paf, tu as fait un rêve qui t'a... Hop, et puis tu prends des notes. Voilà. Il faut être... je connais ça, moi. Ah, il faut tout le temps à l'écoute de ce qu'on a dans la tête. Il faut prendre des notes. Tant pis si c'est complètement saugrenu. Je leur conseille d'avoir un carnet. Voilà, tout le temps sur un carnet avec un crayon pour pouvoir noter. Ou alors, bon, les plus modernes, je sais pas, moi, je suis un ancien. Carnet, crayon. Voilà. C'est l'ancêtre des iPads avec le stylet Bic. et de noter tout ce qui se passe dans leur tête. Et il y a un moment, il faut tout mettre en ordre. Eh bien, je leur conseille de pratiquer un truc qui les défoule. Je sais pas, moi, je vais courir. Un truc qui fatigue bien le corps. Et puis, de se relaxer après. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on met les choses dans l'ordre. Tu vois? Oui, les idées viennent comme ça, avec le calme. Oui, elles se réorganisent avec le calme. Les idées, elles viennent tout le temps. Hein. Les idées, elles viennent sans que tu les aies demandées. Hein. Elles te tombent des fois dessus comme un piano dans les cartoons. Alors, à faire autre chose, puis il y a un truc qui te fait penser à un machin, puis d'un coup, tu fais, oh, et ça, je pourrais l'utiliser, je pourrais le mettre, je pourrais, voilà. Et en fait, ou alors tu bloquais sur un truc, sur une idée qui te semblait pas fameuse, puis là, tu dis, ah, mais ça, c'est carrément meilleur, quoi. Et tu le notes, puis après, tu y reviens plus tard. C'est comme une ampoule, on met un peu d'énergie et la lumière fuse. Voilà, la lumière fuse. Tu disais que les films t'inspiraient, donc tu disais parler de Simon Pegg et de Nick Frost, qui sont deux comédiens anglais, mais y a-t-il des inspirations autres qui te poussent aussi à écrire? Les Marvel, les films Marvel, les séries Marvel, parce que c'est toute une saga avec des histoires qui se font des clins d'œil les unes aux autres, et puis il y a une façon de conter, il y a des trames de contes populaires qui sont repris dedans. Thor, l'histoire du guerrier qui perd son pouvoir parce qu'il a fauté, et puis qui ne récupérera son pouvoir que s'il en est digne, ça c'est une histoire populaire, probablement viking, c'est pour ça sans doute qu'ils l'ont mise dans celui-là. Il y a plein de bonnes idées qui ne sont pas à copier, bien sûr, mais à mixer. C'est comme un travail de disque jockey, en fait, quand tu écris. Tu récupères des trames et tu les mixes pour en faire autre chose. Une trame, c'est le squelette d'une histoire, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Genre, par exemple, si on prend Les Révoltés du Bounty, tu connais le principe de l'histoire. Oui. Un bateau, l'équipage fait escale sur une île paradisiaque, mais c'est tellement paradisiaque qu'ils ne veulent plus repartir, donc ils se mutinent. Bon. Arthur Clarke a écrit un bouquin qui s'appelle Chant de la Terre lointaine, qui se passe très loin sur une autre planète, c'est dans le futur, mais c'est la même trame, c'est d'autres personnages, hein, c'est d'autres noms, c'est pas comme avec la planète du trésor où ils ont récupéré la même histoire, les mêmes noms, mais ils ont transposé. Là, il a repris juste le squelette, c'est-à-dire que c'est un vaisseau spatial qui fait escale sur une planète paradisiaque, et l'équipage veut rester, il y a des conflits, ça se mutine. C'est la même trame, tu vois. Momo? Alors, une question sérieuse pour une fois. Ton imagination, tu ne vas pas le chercher dans ton QI d'enfance? Souvenirs d'enfance? Dans mes souvenirs d'enfance, oui. Et certaines histoires, d'ailleurs, sont directement dans Comme ça, pouf. Il y a une histoire qui s'appelle Mais que ferait Goldorak, où j'ai changé les noms quand même, puis la disposition de la famille et tout ça. C'est une histoire, c'est des gamins
qui finissent par transformer leur cours d'école en champ de bataille, un peu façon guerre Oh là là, la guerre des boutons. un peu façon guerre des boutons, mais dans la cour de l'école. Voilà, parce qu'il y a une petite brute avec ses copains qui martyrisent les autres, et puis il y a le héros de l'histoire qui s'appelle Erwan, qui lui, mais en fait, il vient de perdre sa grand-mère, et il a réussi à se convaincre qu'il fait ça voilà, pour libérer la cour de l'école ou machin, mais en fait, c'est juste parce qu'il est en colère contre l'univers tout entier. Il a besoin d'un punching ball, ça va être l'autre, la petite brute, qui lui-même, on verra, je raconte pas, hein, mais lui, ses propres problèmes familiaux qui ont fait qu'il est devenu comme ça, et bon, ça se termine bien, hein, je te rassure. Voilà. Il y a une histoire purement autobiographique, mais qui n'est pas tirée de mon enfance. Ça s'est passé à Noël 2019. Tu étais là, Cédric? Oui, oui. Noël sur le port. Hein, le Noël sur le port qu'on a offert à tout le monde, les élus comme les sans-abri. Hein, Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et j'ai raconté ce Noël-là. Alors là, j'ai pas changé les noms du coup. Hein, j'ai fait ça le plus. J'ai raconté comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, même le mec était tombé dans le port à la fin. Là. Oui, voilà, malheureusement, oui. T'as eu des nouvelles au fait ou pas? Non, moi non. Je pense qu'il est plus de ce monde. Ah bon? Ah, ouais, il est mort d'hypothermie, je crois. Ah. Oh là là. Malheureusement. Revenons aux choses sérieuses là, parce que bon, moi je vais pleurer après. Vie, hein. Des choses apparentes. Mais bon, c'est vrai que c'est un moment très, très sympa. D'ailleurs, je crois que tu m'avais croqué sur une des histoires. Ouais, je t'avais croqué sur une des histoires. J'ai raconté. Alors, j'ai pas marqué la page du coup parce que. Mais j'ai raconté comment. Mais je peux. Attends, je suis pas conteur pour rien. Voilà. Imagine, on a organisé Noël avec des tonnelles et tout ça, et puis une grosse sono, mais la platine, c'était un téléphone portable, hein, tu te souviens? Oui, et voilà, les gens étaient là, il y avait des tablés et tout, et tout ça, puis on offrait des crêpes aux gens. Et à un moment, il y a Cédric, il est arrivé, moi j'attendais pour avoir une crêpe, j'étais entre deux représentations, et puis on se partageait la scène avec... comment il s'appelle qui jouait du tambour là, je sais plus. Ah, mince, oui. Moi non plus, j'ai un trou. Bah, c'est dedans, si vous voulez savoir, achetez le livre. Achetez le livre. Alors, comment j'en profite honteusement. Ah, c'est le but du jeu. Hein. Ah, c'est le but. Hein. Ah bah oui, c'est le but du jeu. Et comment, où j'en ai. Ah, et donc il y a Cédric qui arrive, il était accompagné d'une dame africaine, je crois. Oui. Et il dit, bon, il arrive, puis ils attendaient des crêpes eux aussi. Il me dit, est-ce que tu peux tenir compagnie à mon ami pendant que je vais voir d'autres gens? Il est allé voir, il y avait des élus qui étaient là. Hein, et bon, bah, alors moi, je tiens compagnie à la dame, on attend nos crêpes et tout. Puis à un moment, elle dit, j'espère que... Il faut que... Ah oui, nos crêpes étaient presque prêtes et elle dit, il faut que je retrouve le monsieur qui doit payer pour moi. Et là, je me suis rendu compte, c'était pas une amie, c'était une dame que tu avais... Enfin, si, c'était devenu une amie, mais c'était une dame dans le besoin qu'il avait récupéré en chemin et puis qu'il avait invité à venir et hop, il lui offrait des crêpes. Et c'est là qu'il était généreux, ce petit Cédric. Ah, c'est Cédric. Voilà, c'est Cédric dans toute sa splendeur. C'est un garçon d'une générosité sans borne. Ah. Et d'ailleurs, il est de tous les combats associatifs, comme tu as pu le remarquer, hein, que ce soit mine de rien, que ce soit... bon, on n'a pas pu trop le faire ces derniers temps, la journée du 17 octobre, la journée du refus mondial de la misère. Il fait de la politique, bon, je t'en veux pas, mais au moins, il a trouvé des gens bien, comme... comment il s'appelle Simon, oui. Votez pour lui. Allez hop, ça fait ça. Simon Huznage, je l'ai rencontré là-bas au Noël sur le port. C'est vrai que c'est un monsieur vraiment très sympathique. Hein. Il se prend pas la tête. Hein. Et moi, j'étais là un peu intimidé parce que puis, non, on a trinqué au jus de bissap. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était un bon moment. Et puis, il s'est arrosé. Hein. Ouais. Et à côté, il y a des histoires qui sont complètement fantastiques. Hein, des histoires de fantômes. Tiens, je te lirai un extrait tout à l'heure. Des histoires, comme j'ai dit, des contes de Noël,
de science-fiction. Il y a de tout là-dedans. Voilà. Est-ce que tu as des inspirations d'écrivains célèbres? Bernard Werber, Barjavel, pour ce qui est un peu du côté conte philosophique et science-fiction. J'ai lu 2 fois, parce que la première fois on lit tout dans le... C'est comme les films Marvel, tu vois, Isaac Asimov, hein, c'est comme les Marvel, la première fois tu les lis un peu dans le désordre, puis tu te rends compte que c'est une grande histoire qui dure sur 15 000 ans, donc tu les lis tous une deuxième fois dans l'ordre de la chronologie. Hein, bon. C'est ça. Mon préféré en science-fiction, c'est Dan Simmons, qui a écrit Hyperion, le cycle d'Hyperion. Mais comme je t'ai dit, j'aime un peu tous les genres. J'aime les livres historiques de ce côté-là. Donc ma grosse référence, effectivement, c'est Ginem Howell, Les Enfants de la Terre. C'est pas ça la préhistoire. Et sinon, Stephen King. Ah, Stephen King, j'adore. In Air Kunz, dans l'horreur épouvante. Stephen King, c'est un maître. Hein. C'est un maître, oui. Et la force qu'il a, c'est qu'il arrive à décrire des situations, même, je vais dire, qu'on ressent au fond de soi. Ouais. Il a ce talent-là que beaucoup d'artistes essayent de copier, mais n'arriveront pas parce qu'il a une particularité, c'est qu'il est tellement angoissé. Voilà, sur papier, ça m'angoisse. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quelqu'un de torturé, je pense, Stephen King. Alors, je ne vais pas faire l'affront de dire, ah tiens, quand on voit la tête qu'il a, moi-même, j'ai été un souffre-douleur hein, quand j'étais au collège, donc je ne rentre pas sur ces trucs-là, mais c'est quelqu'un qui sait transformer nos angoisses et nos souffrances intérieures en monstres, voilà, en monstres et en choses abominables qui sont en fait, c'est des métaphores de nos propres angoisses. Et j'aime beaucoup pour ça. Mon préféré étant ça. Oui. Parce qu'avec un monstre polymorphe, on peut visiter tous les genres. Tu vois, que ce soit la momie. Oui. J'adore Hunter. J'adore moi. Vous parlez en même temps, là hein. Ouais, enfin, excuse-moi, Bobo. J'adore Under the Dome. Ah oui, Under the Dome. Ouais. Je l'ai, cette série-là. Magnifique, Under the Dome. Et j'avais lu ça d'une petite nouvelle. Hein. Elle n'était pas. Enfin, c'est souvent ça, parce que King, c'est très difficile à adapter. Donc, c'est des mini-séries sur plusieurs chapitres. Ouais. Ou alors, c'est des séries où on essaie d'explorer plus l'univers de King, parce que c'est tellement compliqué à décrire. Ouais. Ah, et le cycle de la tour sombre. Oui. Ah oui, je connais. Magnifique. Je crois même je préfère ça. Enfin, je sais pas ce que je préfère. Il y a eu Insomnie, l'histoire du pépère qui arrivait pas à dormir, puis pof, il se met à voir des auras sur les gens. Puis finalement, ça rejoint un peu l'histoire de la tour sombre, mais c'est les mondes parallèles qui sont empilés comme une tour. C'est fabuleux comment il arrive à faire ça. C'est le mec qui te montre à quel point l'imagination peut être infinie. Et en fait, tu sais pas jusqu'où elle va, tu sais pas. Bon. Il doit pas dormir beaucoup la nuit. Hein. Oui, non, je pense que c'est super actif. Hein, c'est vrai que même des écrivains qui sont super prolifiques, là, je pense que c'est des hypersensibles et leur sommeil. Moi-même, quand je dors, c'est là, quand je cherche le sommeil, c'est souvent là que les idées te viennent dessus, qu'elles t'assaillent. Tu vois, t'aimerais bien dormir, mais en fait, là, non, c'est le moment des songes avant le rêve. Donc, tu es réveillé, mais tu as plein de choses qui t'arrivent et puis tu n'arrives pas à dormir à cause de ça. Alors, des fois, à l'inverse, c'est le matin. Je me réveille le matin, puis pas moyen de me rendormir tôt le matin, vers 3 h du matin, quand j'ai réussi à m'endormir la veille. Ouais. C'est souvent comme ça, de toute façon. C'est un peu comme la musique. Il y a des fois des notes qui arrivent dans le sommeil. On se dit, tiens, il faut que je le note. Il faut que je note ces notes, que je fasse ces accords, parce que sinon je vais les perdre. Et donc, l'écriture, c'est la même chose. Si tu as l'idée en tête, tu n'as pas noté l'idée. Moi, c'est du sommeil, c'est des comptines qui me viennent comme ça. Hein. Genre,
Une chenille rencontre, c'est de moi ça, hein. Une chenille rencontra une coccinelle. Elle lui dit, je reviens des coquelicots. J'y ai mis un transat et une ombrelle. Il fait chaud, chaud, chaud. Vous pourrez y faire dodo. La donzelle s'endormit au beau milieu des coquelicots. À son réveil, elle vit qu'elle n'avait plus rien sur le dos. La donzelle s'endormit au beau milieu des coquelicots. À son réveil, elle vit qu'elle n'avait plus rien sur le dos. Oh. Elle connaît tous ses points, la pauvre coccinelle. Ouais. La chenille ne peut pas voler sans elle. Elle se dit, j'y arriverai bientôt. Si je vis assez longtemps, je serai belle. Et aussi, si, je m'envolerai très haut. Hélas, la chenille ne vit pas arriver le grand oiseau qui l'emporta loin d'ici et la donna à ses petits. Hélas, la chenille ne vit pas arriver le grand oiseau qui l'emporta loin d'ici et la donna à ses petits. Ouais, bien fait. Ouais, Bravo! wow. Ça m'est venu dans mon sommeil. Enfin, c'était un peu en désordre. Je me suis réveillé. Je l'avais entendu dans un rêve, plus ou moins, parce que je pense que j'ai pas pu inscrire. Hein. J'avais fait un rêve comme ça où on m'a chanté ça. Oui, c'est souvent ça. Tu te réveilles, tu es dans le désordre, tu es un peu fourreux. Voilà, c'est marrant, c'est vrai que c'est. On a le même fonctionnement parce que moi-même j'écris et je commence à m'y mettre, on va dire, puisque j'avais perdu ce talent-là. Ouais. Donc je m'y remets gentiment, mais c'est vrai que c'est comme ça aussi. Dès que j'ai une idée, je peux pas m'endormir sans avoir mis l'idée quelque part. Ouais, bah, c'est pas mal, j'aime bien ce que tu fais. Tu as un peu revisité, par exemple, Doctor Who. C'est marrant, Bah oui, c'est c'est pareil, c'est un personnage qui m'inspire. bah, on voit que tu es fan parce que c'est tout à fait dans l'esprit. Donc, non, ça va. D'ailleurs, je vais reprendre ce soir, d'ailleurs. Ah oui, la suite. Moi, c'est pour ça que j'adore. J'écris. Il fut un temps, les écrivains, ils écrivaient en cachette pour pas qu'on leur vole leurs idées, leurs histoires et tout ça. C'était vraiment le grand secret. C'était le grand secret du monde. Tant que c'était pas écrit, envoyé à l'éditeur, accepté, publié, personne ne pouvait le lire parce qu'on pouvait te le voler. Aujourd'hui, on écrit en ligne. Moi, par exemple, j'écris chez Scribay, www.scribay.com, je crois aussi. Parce que c'est tout avec les .com, les .org, .net, on sait, mais je crois que c'est .com. Oui, mais pareil, on Scribay sur Google, on le trouve. Vous tapez mon nom, pareil, dans le moteur de recherche, vous trouvez mes projets en cours. Voilà. Parce que le site garantit nos droits. Hein. Le site lui-même, dans sa charte, il faut la lire. Hein. Garantit nos droits tant que c'est publié là, voilà, c'est à nous. Et par contre, le jour où c'est accepté par un éditeur, eh ben, on efface tout. Hein, on enlève tout parce que les droits passent à la maison d'édition. Voilà. Mais j'ai 3 romans et puis plein de petites histoires, des poèmes, j'y ai mis plein de choses. Hein. Et j'ai 3 autres romans en cours qu'il faut que je reprenne, je les avais laissés un peu en plan pour la promo de ces deux-là. Un, c'est de la science-fiction, du space opéra, ça s'appelle La course à l'antimatière. Bon, je suis à la moitié du tome 1. Oui, j'avais lu quelques pages, ouais. Un autre, c'est de l'autobiographique, mais raconté façon science-fiction, parce que c'est moi, grand-père dans le futur, qui raconte ça à ses enfants. C'est nos débuts dans les débuts de l'informatique personnelle, avec l'Atari ST, l'Amiga, ZX Spectrum, même ça commence avec la dictée magique, hein, ça rigole pas. Qui s'appelle Les Martiens de la planète Terre. Et un autre, alors ça c'est du roman, c'est de la fiction, mais collé sur notre actualité, qui s'appelle Téléphant Man. Donc c'est l'actualité. Bon, j'ai pris un peu de retard dessus, hein, j'en suis à l'incendie de Notre-Dame. Mais en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est propulsé au devant des médias parce qu'il ne regarde plus la télé. Ah oui, mais ça me fait penser à un film, ça. Ça me fait penser à un film qui était passé il y a longtemps, où c'était un peu le même style, où le mec vivait un truc extraordinaire. Et il était propulsé sur les devants aussi. Ouais. Et finalement, à la fin, il perd la notoriété. Ça terminait comme ça. Donc, moi, j'ai une fin, je ne peux pas te la dire, mais j'ai pas tout en tête. Et en fait, donc, il s'appelle Alfie, et son nom, c'est Alphonse Patate. Ah, et en fait, à la fin, on verra qu'il porte bien son nom. C'est tout ce que je peux dire. C'est marrant. Et en fait,
À un moment, il y a une question, c'est pas il- une question, et on aimerait bien quand même écouter un bout d'une histoire de ton livre, Ah quand oui. même. Ouais, bien sûr. Alors, je mets mes écoutilles devant mon téléphone Bah, portable. moi, Et je je vais même mettre, tu vas voir, un autre genre d'écoutille. Hop, tac, t'as vu, hein. Il est Ça pour tient la avec la cassette. Système D, ça tient avec un lacet de chaussures. Alors, tiré de Comme ça pouffe, Josh et les espions du Père Noël. Hein. L'histoire, Josh, c'est un petit garçon vraiment passage. Hein. Il fait tout le temps plein de bêtises et puis évidemment, voilà, évidemment, il n'a pas de cadeau à Noël. Hein, et il n'en est pas souvent. Et puis surtout, il entend régulièrement du bruit la nuit sous son lit, des grattements, des chuchotements. Il se demande ce que c'est. Alors, une nuit, il tend une embuscade. Il se planque sous une pile de linge dans le bordel de sa chambre. Et puis voilà, il guette sous le lit qu'est-ce qui se passe. Et à un moment, il voit arriver, sortir d'un vortex, deux petits lutins, un vieux vêtu d'une tunique mauve et un jeune, lui il est en tunique bleu ciel. Bon, il déballe du matériel de sac à dos, des sacs à dos magiques. Hein. Il déballe une table, un ordinateur, deux chaises, une grosse machine qui a l'air d'aspirer quelque chose du lit, mais on ne sait pas trop quoi. Et en fait, sur l'écran défilent ces bêtises de la journée. Voilà. Josh et les espions du Père Noël. Extrait. Action. Ah, attends. Attention, vous êtes prêts? Ouvrez vos oreilles. C'était le moment d'agir. Josh rassembla tout son courage et jaillit de sa pile de linge. L'enfant plongea sous le lit, surprenant les lutins toujours assis sur leur chaise. Il attrapa le plus jeune de la main droite, mais dut s'appuyer sur son coude gauche pour ne pas s'aplatir au sol. Le vieux se leva prestement et s'enfuit au-delà du lit. Josh ne pouvait pas le poursuivre sans lâcher sa proie. Alors, il sortit à reculons dessous son plumard. Le jeune lutin se débattait dans son poing comme un beau diable. Le garçon se mit debout. Son prisonnier planta de minuscules dents acérées dans la palme entre son pouce et son index, mais la mâchoire serrée, il ne lâcha pas. Le vieux lutin se dressait devant le mur du fond, sur la commode, entre Miguel, le singe bleu, et Maurice, le guerrier tigre, un pingouin rayé jaune et noir dans lequel Josh était censé ranger son pyjama tous les matins par une fermeture éclair sur sa base. Comment le patriarche était-il arrivé là-haut? Qui êtes-vous? Chuchota Josh, de peur de réveiller son père. Vous me voulez quoi? Sur le torse de son pyjama orange, un autre petit rouquin, le petit Spirou, il y a plein de références, habillé en groom, lançait un clin d'œil de bande dessinée au vieux lutin. D'une voix forte, quoique vieille et très ténue, ce dernier répondit « Tu ne crois quand même pas qu'on va te le dire ?» « Ouais, renchérit le jeune lutin d'une toute petite voix bien que claire. « On dira rien, on est des agents secrets professionnels, on sait tenir notre langue !»« Snarf !» s'écriait le vieux. Josh, toujours chuchotant, « Alors vous êtes des espions? On n'est personne !» poursuivit le gnome dans sa main droite. « Tu nous as pas vus, le Père Noël n'ira nous avoir envoyés !» Sur la commode, le vieux se cachait les yeux de la main gauche en secouant la tête. « Lâche-moi !» continuait l'autre, « et t'auras peut-être droit à une sucette sous ton sapin le 25 décembre. Sinon, tu vas apprendre qu'il y a pire qu'une fessée. » Reprenant ses esprits, l'ancien confirma « Mon apprenti a raison !» « Lâche-le, sinon la sanction sera très grande. » « Hors de question, répondit le garçon en élevant la voix. C'est mon otage. Je veux des cadeaux et je veux négocier avec votre patron en personne. Pardon? Le vieux affichait un air effaré. Tu m'as bien compris. Ton padawan en échange de cadeaux. Je veux le reste des as de la jungle. Je veux aussi un vélo neuf et plus encore, mais j'ai pas décidé. En attendant, je veux parler au Père Noël. Sinon, adieu, Snarf. Fuyez, maestro, s'écriait le jeune lutin. Ma vie n'a aucune importance. Se retournant, l'ancien lança « Vortex, ouvre-toi » Dans un bruit de sangsue, un tourbillon noir rempli de couleurs apparut dans le mur. Le lutin sauta dedans et le tout disparut. « Toi, t'es pas sorti de la banquise » proférait le jeune espion, tandis qu'un autre bruit de succion retentit sous le lit. Josh se laissa retomber à trois pattes, tenant toujours sa proie dans la quatrième, juste à temps pour voir Maestro se jeter dans un vortex sous la tête du lit. Il n'y avait plus rien. La table, les chaises, le matériel, tout avait disparu. Wow. Wow. Oh, super. Ça donne envie dis donc, tu m'as fait rêver. Hein. Ah, franchement, ça donne envie. Hein. Tu sais quoi? Je vais acheter le livre et tu vas me le dédicacer. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Hein. Moi, je vais faire la même chose aussi. Voilà. Ah bah, et puis en plus, j'ai une signature spéciale pour les amis. Parce que c'est un peu complexe, ça prend du temps, en forme de bateau à voile. Mais si un jour, ce que j'espère, je me retrouve à devoir signer
des dédicaces à la chaîne, j'en ferai une plus simple. Excuse-moi, je sais faire croire qu'il y a une panne, je vais tirer la sonnette, je m'arrêterai devant chez toi pour venir te voir. Ah oui, oui, oui. À l'Opalmaison, au milieu des bois. Ah Cédric, on prend rendez-vous, on y va. Ah, bah oui, oui, de toute façon, c'est prévu. Hein. Bah, on n'a pas de choix, si on veut notre lit, il faut bien aller vers lui. Oui, puis on se verra de toute façon aussi, je viendrai te jouer de la musique pour ton association. Hein, On tu va sais que faire un copain, je suis content de t'entendre. mon accordéon, sa sacoche, elle a des bretelles. Hein, je viens à vélo avec l'accordéon sur le dos. Eh Ah ouais, oui, tiens, lâche ton pantalon aux bretelles alors. j'ai posé cette question. Quelle anecdote est-il arrivé justement avec mon accordéon? Parce que tu me l'avais raconté, me semble-t-il, T'as bien sur, l'air de le connaître, toi, hein, ton sur copain. les réseaux, mais c'est vrai qu'une anecdote m'avait fait sourire. Combien de poids pèse-t-il? Ah, il pèse 9 kilos. Hein, il pèse 9 kilos, mais tu peux me rafraîchir la mémoire sur cette anecdote ou... Ah, tu disais que tu avais fait de la musculation, un truc dans le genre, Ah oui, avec ton vélo. c'est que, en fait, effectivement, notamment au Noël sur le port, j'ai un autre souci de santé, j'ai un syndrome de Raynaud. Tu sais, c'est le truc où les doigts deviennent blancs et insensibles quand il fait froid, sauf que moi, au départ, c'était plutôt violet et une douleur insupportable. Et il s'est plus ou moins généralisé au reste du corps suite à un micro-infarctus. Voilà. Donc maintenant, moi, quand il fait froid, je suis couvert de courbatures, pas besoin de faire d'efforts. D'ailleurs, les courbatures de sport sont beaucoup plus agréables que les courbatures que je vis l'hiver sans rien faire. Voilà. Et en fait, Noël sur le port, je suis allé jusqu'à Vannes. J'ai fait la moitié du trajet à vélo parce qu'il n'y avait pas c'était la grève des trains, décembre Ouais. 2019, la grève des cheminots, tout ça. Il n'y avait aucun train qui s'arrêtait à Locale-Mindon, mais il y en avait un qui partait d'Auray. Donc j'ai fait 15 bornes comme ça pour aller jusqu'à Auray, puis j'ai pris le train pour aller jusqu'à Vannes. Et le lendemain, c'est une amie qui m'a ramené en voiture. Bon, mais je suis arrivé là-bas et j'étais vraiment moulu de partout. J'ai réussi à vous faire une prestation à l'accordéon en même temps. C'était chaud, hein. Il y avait des moments, j'avais mal aux doigts. Mais non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu es dans un espace de solidarité, de convivialité, que tu as des gens devant toi, tu sais, à l'association Mine de Rien, à Vannes, ils ont un livret avec comment des copies, les paroles des reprises des chansons que je chante, que ce soit d'Aznavour ou Brassens. Si tu veux, à la fin, je te ferai la bohème ou un truc comme ça pour Ouais. On va dire au revoir au public. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Et ça l'a fait. Voilà, c'est ce que je disais. Ça l'a fait quand même. Mais en plus, l'accordéon, il pèse c'est 9 kilos. 1 kilo, je crois, avec sa sacoche. Hein, c'est pas rien. Mais mon tonton Toinet, dans sa jeunesse, lui, il allait faire les balles avec son accordéon sur le porte-bagages. Il n'y avait pas encore des sacoches à bretelles à l'époque, avec son accordéon sur le porte-bagages. Et c'était un truc dans un coffret en bois très lourd. Alors moi, j'ai une question. Ça a bien évolué quand même. Ouais. Est-ce que tu te promènes avec ton accordéon, mais des fois, l'accordéon, tu le prends pour accompagner les contes que tu comptes? Ça m'arrive. Ça m'arrive surtout quand je compte ça m'est arrivé en bibliothèque ou chez des particuliers. Alors moi, maintenant, avec le Covid, c'est un peu le calme plat depuis le début du Covid. Je me demande ce que ça va donner cet été avec ce déconfinement progressif. Dans les bois, c'est un peu plus difficile. J'ai fait il y a quelques années un stage de randonnée comptée dans les Cévennes auprès d'un conteur qui s'appelle Marco Barret, qui était à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours directeur du CMLO, le Centre méditerranéen de littérature orale. Voilà. Il nous a appris à emmener les gens dans les bois tranquille, sur un spot qu'on a choisi, préparé en fonction de ses qualités sonores, si on n'est pas dérangé par un cours d'eau, des trucs comme ça qu'on a nettoyé. On leur compte une histoire. Il m'est arrivé d'amener mon accordéon, mais c'est vrai qu'il est un peu lourd pour le trajet. Mais ça m'arrive. Voilà, d'illustrer. Ouais, c'est super. Hein.
C'est génial. J'apprends plein de choses aujourd'hui. C'est à ce moment-là que je suis carrément dans le trip Rémi sans famille, la petite troupe qui donne sa représentation. Ouais, ma troupe, c'est Léon, mon accordéon. Mon papa, il a Rémi sans famille. Rémi sans famille, c'était ça. C'était l'artiste de rue qui amenait ce gamin qui était voilà. orphelin. Et puis, vraiment, c'est ça. Vous l'avez donné. Ouais. Alors, je vis un peu, comme je disais, en flux tendu côté finance. Bon, pas d'argent, pas de dette non plus. Hein. Un homme sans dette de nos jours, c'est déjà un homme riche. Donc, moi, j'arrive à payer là tout ce qui est facture, loyer et tout ça. Bon, je me fais parfois un peu aider. Il ne faut pas trop cracher sur les gens qui sont au RSA ou même là à la banque alimentaire, parce que surtout avec le Covid, là, il y a eu plein de... Enfin, nous, les artistes, on ne peut plus rien faire. Hein. Oui, je reconnais. Même nous, dans notre asso, on ne peut plus rien faire. C'est pas une honte. Hein. C'est pas non plus... On n'est pas des feignants qui profitent du système. On aimerait bien, nous, pouvoir... vivre et puis se défouler dans ce qu'on aime faire et faire fructifier ça. Mais il n'y a pas que les libraires qui ont été qui se sont retrouvés sur la touche. Enfin, je prends les libraires comme exemple, mais il n'y a pas que les dits non essentiels. Nous, on a été jugés plus que non essentiels, et souvent même on est jugés comme des nuisibles. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Ça, je confirme parce que beaucoup d'artistes nous l'ont dit. Ils en avaient bien pâti de cette période, bon, en espérant que ça ne revienne pas, parce que sinon... là, on va être triste, sinon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va rester optimiste. Moi, je me dis peut-être ce débat autour du vaccin a tendance à m'agacer prodigieusement. J'ai l'intention, moi, de me faire vacciner quand ça sera descendu en dessous de la barre des 50 ans. Quand ce sera mon tour, j'irai me faire vacciner. Alors, il y a toujours des risques. Moi, j'ai eu un ami pour le H1N1 qui s'est retrouvé narcoleptique. C'est pas drôle, mais ça a été un pourcentage de la population sur énormément. La grippe saisonnière, moi, je me faisais vacciner tous les ans. Il y a eu des années, j'ai oublié, j'ai vu la différence. Là, le vaccin, il faut arrêter de croire que le vaccin t'empêche d'attraper la maladie. Le vaccin, tu attrapes la maladie, mais les symptômes sont carrément atténués, voire inexistants. C'est-à-dire que tu n'es pas couché avec une fièvre de cheval. Non, tu l'as, tu tousses un peu, mais elle passe très vite. Parce que le vaccin, il aide tes anticorps à le combattre. C'est pour ça qu'on te fait un vaccin. Ce n'est pas pour t'empêcher de choper la maladie, c'est pour mieux la combattre quand elle arrive. Voilà. Ces vaccins qu'on nous propose, bon, je pense qu'ils ont été testés, machin, moi, j'en ai marre de vivre enfermé ou de pas pouvoir voir les gens que j'aime. Tu me manques, Cédric. Ah ouais. Bah oui. Pas trop parce qu'on vient de rentrer. Et pour ça, moi, je veux bien prendre le risque. Deux fois qu'une, effectivement, il y aura 2 injections à se faire, j'irai. Tout à fait, c'est essentiel. Momo? Alors moi, je voudrais quand même revenir dans le centre d'intérêt de notre émission pour essayer d'écouter encore une belle histoire, parce que on approche bientôt de la fin. Et oui. Alors, je vais prendre un extrait du bal des chats perchés, ok? Ah t'es bien perché, toi. Alors, je vous rappelle. Les lunettes de soleil. On va dire c'est des loupes. Mon chapeau de soleil. Voilà. Hop, tac, et comme tout à l'heure, évidemment, je n'ai pas marqué la bonne page. Et voilà. Et nous, il faut qu'on comble les trous. Voilà, après le point, la virgule, direction la page suivante. Attends. On était au Cédric, ça te plaît, c'est super comme émission. Je sais comment j'ai réussi. Alors, le temps qu'il trouve sa page, j'ai une publicité à faire. Attention, il est prêt ou je fais ma pub avant?
N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter directement pour venir dans notre émission parler de votre petit talent. À toi, mon ami Eric. Alors, contexte. Fred, un jeune teuffer, et son ami Eric, plus ancien, bon, ce sont des amateurs de rave party. Ils sont au Technival du 1er mai 2030. Bon. Et Eric, lui, il se drogue plus, il prend plus rien. Mais Fred, il se laisse tenter quand même de temps en temps. Et surtout, ils profitent du son, ils profitent de la teuf, mais ils passent leur temps à écumer la teuf pour aider les gens mal perchés à sortir de leur mauvais délire. Ceux qui sont en bas de trip, hop, ta, parce que Eric, il a ce talent-là, il sait piloter les somnambules. Bon. Seulement, voilà, Fred, à un moment, pour prouver, ils enquêtent sur la prolifération d'une nouvelle drogue. Fred, pour prouver à un dealer qui n'est pas de la police, il avale un trip, un buvard de LSD, et après, ben, ça vire fantastique, sa réalité elle dérive, comme j'ai dit tout à l'heure, vers un monde de science-fiction, et il se retrouve en pleine invasion extratemporelle. Il y a un esprit maléfique venu du futur, appelé Bob, qui prend possession de tous les tuffers qui ont pris la nouvelle drogue, hein, et voilà, c'est la débandade, là où on en est. Tous les possédés font avaler de force la nouvelle drogue à tous les tuffers qui se droguent pas, parce qu'il n'y a pas que des drogués en teuf, hein, il faut quand même le préciser. Donc ils font un. Et nos héros, assistés d'une bande de petits vieux qui se sont échappés d'une maison de retraite, parce que eux, ils sont possédés par d'autres visiteurs du futur, mais du bon côté de la force, c'est un peu compliqué. Il y a même un chien qui parle, hein, venu du futur, lui aussi. Oh là là. Alors, ils traversent la teuf pour aller, ils ont le remède. C'est un fichier son avec des infrasons et puis un son de Armin van Buren. ils ont le remède, mais ils doivent l'administrer depuis le bord de la teuf vers le milieu. Puis ils ont d'autres qui font ça de l'autre côté pour éviter qu'il y ait au maximum qu'il y ait des possédés qui s'échappent. Sauf que, bon, il y a plein de possédés qui sont là, qui essaient de... Hein, ils sont escortés par 3 cybergendarmes, c'est des grands robots, hein, des tripodes. Et ils vont vers le bord de la teuf. Là, il est allumé, hein. On en est là. Bon. Ouais, attends, je me suis rendu compte qu'on avait dépassé le milieu du champ. Étonné, j'ai lancé à la cantonade. On ne devait pas se séparer pour investir les sons? Devant moi, Célie m'a répondu, il y a encore un autre terrain. Oui, parce qu'ils vont évidemment administrer le son sur les platines. Hein, il y a encore un autre terrain. Après le sentier du commerce, a précisé le chien, la langue pendante. Et le chien, il parle. Il s'appelle Worf. J'avais même pas visité toute la teuf encore. C'est le moment que les Bob, les possédés, ont choisi pour nous prendre d'assaut, profitant du couloir laissé par les Robocop, les cybergendarmes, derrière nous. Ils se jetaient sur les petits vieux avec rage, mais ceux-ci avaient encore du répondant pour leur âge. Ils se défendaient à coups de canne, de béquilles et de déambulateurs. J'ai vu Tiburce, un pote, attraper la tête d'un mec en sweat noire par derrière, une main de chaque côté de sa capuche. Ils ont les enceintes dans la paume des mains, les mecs. C'est futuriste, hein. Le type se débattait comme un beau diable. Et merde, pestait mon ami. Worf s'est jeté au pied du gras. Attrapant son mollet gauche, il a planté les crocs. Fort, j'ai vu gicler du sang. Ah, hurlait le Bob. Lolo lui a retiré sa capuche de la main droite, puis serrant sa tête à nouveau. Tu vas te réveiller, zombie de malheur! Le Gus s'est laissé tomber au sol, tenant sa jambe, hurlant à son tour. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et là, il est guéri, le mec. Le conflit a pris alors les allures d'un album de Peyo, le dessinateur, avec une touche de science-fiction. Sur fond de musique techno, les schtroumpfs noirs se jetaient sur nous, niap, 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 sauf que, au lieu de mordre, ils nous filaient des beignes. Quant à nous, on se défendait non pas en leur pulvérisant du pollen de tubéreuse, mais en leur chopant la tête des deux mains, les paumes vibrant du son d'Armin van Buren, bla bla bla. Mais le résultat était le même. Les schtroumpfs noirs se métamorphosaient immédiatement en schtroumpfs bleus ou tout au moins en tuffeurs ordinaires, quoique terrorisés de se réveiller en pleine bataille. Le Robocop de droite a fait marche arrière pour prendre nos agresseurs à revers pendant que ses collègues continuaient à défendre nos flancs. Mais il s'est fait déborder à son tour. Difficile de taser 20 tuffeurs qui vous agressent de toutes parts avec seulement 2 bras métalliques. Ils l'ont renversé sur le ventre. J'ai vu Catel, une possédée, à genoux sur son dos, arracher un panneau et se mettre à trifouiller dans son corps. Distrait, je me suis laissé surprendre. Un mec m'a plaqué au sol comme au rugby, costaud le gars. Allongé sur le dos, j'étais immobilisé, un genou sur la poitrine. Il m'a chopé la mâchoire entre 2 doigts, poussé un index pour me forcer à l'ouvrir. De l'autre paluche, il brandissait un Distorsion 13, la nouvelle drogue, au-dessus de ma bouche. La pilule est tombée tout au fond de ma gorge. J'ai vu 2 mains lui couvrir les oreilles. Trop tard, j'avais avalé le lapin blanc. C'est la forme des cachets. Le gars s'est redressé, brun, les cheveux ébouriffés. C'est quoi ce bordel?
Il portait juste un t-shirt kaki par-dessus un pantalon de camouflage. Derrière lui, Eric l'a chopé par les mains pour l'aider à se relever. On t'a drogué, mais ça va mieux. Le fichier son dans ta tête, c'est le remède. Sans répondre, le gars lui a jeté un regard de travers, puis s'est éloigné, attrapant tous ceux qui s'approchaient de lui par les oreilles. Ouais, parce qu'ils ont un ordinateur dans la tête, les mecs. Oui, je vois ça. Hein. Ouais. Mon ami, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais quand tu as lu le début, c'est pour ça, j'explique. Mon ami m'a tendu la paluche à mon tour. Ça va? J'ai répondu, les paumes sur mes esgourdes. Non, j'en ai avalé un. Ma voix me semblait sourde de l'intérieur, couvrant à peine la chorale enfantine qui chantait dans mes menottes. All we ever do is go, ya, ya, ya. C'est plus la peine, criait mon ami à travers le son. Il faut attendre que ça fasse effet pour que le traitement marche. Alors j'ai attrapé sa main et je me suis remis debout. J'ai jeté un nouveau coup d'œil en arrière. Le Robocop se relevait à son tour. Il s'est campé sur ses 3 jambes, la tête sans visage tournée vers nous. Il s'est mis à clamer d'une voix forte, quoique monocorde et singulièrement métallique. « Je m'appelle Bob !» Les yeux écarquillés, Tiburce s'est exclamé. « On n'est pas en finale. »« C'est impossible !» s'insurgeait Worf, le chien. « On ne peut investir que des êtres vivants !» J'ai suggéré. « Encore un savoir qu'il a ramené de ton futur ?» À mi-chemin entre nous et le cyber-gendarme, le capitaine, un des petits vieux, s'est tourné vers nous. « Courez !» On a pris nos jambes à nos coups, franchissant les 2 autres robots qui se faisaient déborder aussi. Décidément, les petits vieux étaient très en forme. Je me suis même fait dépasser par la mémé au déambulateur. Elle le brandissait à bout de bras, courant comme une dératée. Waouh! Wow, bah dis donc. Franchement, tu mérites d'être connu quand même. Hein. Merci. Ah oui, franchement. Non, mais je le dis parce que j'aime bien ton style d'écriture et c'est live, hein. T'as pris plusieurs pilules à mon avis. Hein. La Ouais. blanc. C'est un style tougher, c'est-à-dire au passé composé. Hein, il n'y a pas de passé simple là-dedans. C'est un style simple. Et en plus, le narrateur, il a un défaut, c'est que il a des négations sans nœud. Il dit je suis pas là, il dit il n'y a pas de nœud dans ces négations. Et c'est important parce que c'est un indice pour un truc dont je te dirai rien. Silence, s'il vous plaît. Point virgule. C'est du teaser. Bah, justement, si vous voulez savoir la suite, il faudra acheter les livres. Ah. Voilà. Et on peut les trouver à. Alors là, ils sont quand même. Celui-là, il est à. Le bal des Chats-Perchés est à 27 €. C'est pas très cher. Non, c'est pas cher. Pour délirer, c'est bon. Pour des livres de plus de 400 pages, bon, ça va. Et puis pour délirer, quand même, hein, 29,50 € comme ça pouffe. Mais on les trouve à 4,99 € sur le site d'Edilivre en version numérique téléchargeable. Hein? Ah non, moi je préfère celui que tu as dans la main, j'ai envie de le croquer. La main, en plus, le jour où on se croise, c'est dédicaçable, d'une part. D'autre part, la version numérique, moi, ça ne me dérange pas que vous payiez moins cher pour lire la version numérique, tant que si ça vous plaît, eh bien, vous faites ma publicité par le bouton. Ah bah, c'est important. C'est important. Eh bien, je pense que nous, on va te la faire, ta pub. Hein. Ah bah oui, on va faire ça. Il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que... Attends, moi, je vite fait comme ça, entre aparté, prends 2 photos de ton livre que tu nous envoies en privé, et comme ça, on le mettra dans le générique. Voilà. Oui. Je les enverrai à Cédric. Ouais, pas de souci. On fera ça, on mettra ça dans le générique. D'accord. C'est important quand même de te faire connaître, parce qu'en plus, j'aime beaucoup le style d'écriture. Ouais. Donc, pour avoir lu la nouvelle que tu avais écrite me concernant, c'est vrai qu'on reconnaît certaines choses. On a les détails en tête, on imagine bien les choses. Comme ça, justement, d'écrire avec une écriture simple comme ça. Moi, je pense que l'avenir de l'écriture, parce que pour amener les jeunes à lire, il faut parler leur langage. Donc, l'avenir de l'écriture, il est dans une écriture déjà au passé composé essentiellement. Les il fut et ça, c'est de l'aristocratie déjà. C'est déjà du. Et ce qui me permet d'écrire comme ça, comme si j'y étais, enfin là j'y étais, Noël sur le port, mais des histoires comme ça, ce qui me permet de l'écrire comme si j'y étais, c'est justement de d'abord me les projeter dans mon imagerie intérieure en pratiquant la relaxation et la méditation. Voilà. Et c'est comme si je te racontais un film que j'ai vu au cinéma. C'est ça. Mais de toute façon, oui, on se fait son cinéma dans sa tête quand on lit un livre. C'est totalement ça. On se fait son cinéma dans sa tête quand on lit un livre. Hein. Avec 400 pages, c'est plus un film, hein, c'est un feuilleton. Oui.
Comme j'écris en direct sur Scribet, bon là, il faut que vraiment que je m'y remette. J'ai des gens qui me suivent et qui attendent les chapitres suivants comme un feuilleton. En fait, j'écris ça au fur et à mesure. À la fin, évidemment, quand tout est terminé, qu'il y a une relecture et tout ça, moi je recorrige tout, puis on s'aide les uns les autres sur Scribet. On se donne des conseils et on annote nos œuvres les uns les autres pour corriger les fautes, pour des tournures, des choses comme ça. C'est vrai qu'on peut, beaucoup de on peut en commettre sans le vouloir des fois des fautes. En relisant, on dit tiens, c'est bizarre. Un jeune qui se met à l'écriture, je lui conseillerais d'aller chez Scribet, SCRIBAY. Il sera pris par la main. Vraiment, il commence. Il ne faut pas qu'il ait peur de commencer, qu'il écrive un truc, qu'il le mette. Et il y a et puis, alors, il faut aussi qu'il s'attende à ce qu'il y ait des gens qui soient bienveillants. C'est comme dans tous les réseaux sociaux. Puis il y en a qui parlent leurs mots. Il y en a qui donnent des conseils un peu de travers. Il y en a qui se croient sortis de la cuisse du Jupiter, mais qui vont te donner des conseils, mais vraiment pourris. Il faut apprendre à faire le tri, quand même. C'est un peu une soupe de gens qui essaient de s'entraider. C'est un peu comme tout réseau social. Voilà, c'est comme les réseaux sociaux. Et ça, c'est un réseau social de l'écriture que je trouve bien fait quand même. Eh bien voilà, c'est presque la fin. On va dire bientôt au revoir à notre invité. Et si vous voulez rejoindre les petits talents cachés, contactez-nous ou Cédric. Bien sûr. Donc sur la page des petits talents cachés, bien sûr, sur le groupe des infos de Cédric. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur YouTube et vous pouvez également nous contacter par mail sur l'adresse suivante lttc-ced@gmail.com et au numéro de téléphone 07 61 45 85 09. Nous allons remercier bien sûr notre invité Eric qui va dire un petit mot avant de quitter l'émission aux gens, un petit message et aussitôt tu attaques ta musique et on fait la fête. C'était un plaisir, franchement, un bonheur d'être là avec vous deux, Cédric et Momo. Et puis surtout, garder le moral, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est pas facile. Il faut tenir bon. Voilà. Bye bye. Salut tout le monde. Alors là, on écoute Eric. Ta musique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui
ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans ce nouveau décor, mon meurtre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était